Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Télé Tchad, c'est votre magazine Éclairage. Je reçois pour vous le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, Monsieur Mohamed Saleh Nadif. Monsieur le représentant, bienvenue dans le magazine. Bienvenue à vous également. Merci. Le Tchad vient de célébrer les 60 ans de son accession à l'indépendance couplée à l'élévation du président de la République à la dignité de maréchal du Tchad. Quel est votre sentiment en tant que citoyen tchadien? Bon, d'abord, mon premier sentiment, c'est de me réjouir comme tous les autres Tchadiens pour ce 60e anniversaire. Mais au-delà de félicitations, effectivement, j'aurais aimé qu'effectivement les Tchadiens s'interrogent sur ce qu'on a fait de ces 60 années. Je crois qu'il y a eu des débats, c'est déjà une chose extrêmement importante. Mais le débat doit continuer. C'est vrai, vous l'avez dit, ça a coïncidé avec l'élévation à la dignité du maréchal du Tchad du président Déby. Je n'ai pas de commentaires particuliers, j'ai eu à le féliciter. Et j'ai eu à noter tout simplement que la procédure pour ce genre de dignité, les procédures ont été respectées, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Pour le reste, là également, il y a un débat qui s'est enclenché, un débat de fond. Je crois qu'il y a eu énormément d'explications. C'est quelque chose de nouveau. Le temps que les gens s'en habituent, d'autres consultent les dictionnaires, d'autres consultent Internet pour savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un grade? Est-ce que c'est une dignité? Je crois que les esprits vont se calmer et je suis absolument certain que les choses rentreront dans l'ordre et que, comme l'a dit le réceptionnaire même de cette dignité, à partir du moment où il l'a dédié à tous les martyrs du Tchad, de quelque bord que ce soit, je crois que c'est important de le souligner. Et pour le reste, je crois que le temps viendra où la chose sera appréciée à sa juste valeur. Merci, monsieur le représentant. Vous êtes le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le Sahel. En quoi consiste votre mission en tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies? Bon, vous savez, suite à la crise qui a intervenu au Mali, surtout la rupture de l'ordre constitutionnel en 2012 au Mali, il y a eu un sursaut de la communauté internationale, à commencer d'abord par la CEDEAO qui était la première à déployer des forces, l'Union africaine, et par la suite les Nations Unies ont pris le relais parce que le rôle principal du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le maintien de la paix dans le monde. Et donc c'est dans ce cadre qu'une mission de maintien de la paix, appelée donc MINUSMA, a été déployée en juillet 2013 au Mali, qui a pour mission principale, comme son nom l'indique, l'aide à la stabilisation du Mali, mais aussi l'aide à la recherche de la paix et la réconciliation, d'où l'accord appelé pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et dont notre mission principale, c'est la mise en œuvre de cet accord. En plus de cet accord, nous avons le mandat d'user de nos bons offices pour aider les Maliens à se comprendre, que ce soit au moment des élections, que ce soit au moment de confection des textes législatifs ou autres. Malheureusement, après cela, il y a eu d'autres évolutions telles que les conflits intercommunautaires au niveau du centre qui désormais fait partie également de notre mandat, à savoir la protection des civils qui aujourd'hui sont pris entre le marteau et l'enclume, celle de terroristes et celle des gouvernements respectifs. Et je suis sûr qu'on aura le temps d'arriver à l'analyse de cette situation qui aujourd'hui ne s'arrête pas seulement au Mali, mais couvre malheureusement tout l'espace sahélo-saharien. Oui, mais monsieur le représentant, malgré les efforts, malgré les accords, malgré la volonté de rétablir la sécurité dans le Sahel, le problème persiste.
Quel serait l'idéal pour arriver à bout de cette insécurité dans la région? Et la réponse à votre question n'est pas simple. J'ai eu à diverses occasions de le dire que les conflits tels qu'ils sont aujourd'hui au niveau de l'espace sahélo-saharien, c'est comme un virus. Une fois entré dans le corps, il a besoin d'un certain temps, de médicaments, d'autres éléments pour qu'il puisse réellement guérir. Aujourd'hui, nous avons au niveau du Sahel des populations qui pendant longtemps étaient ignorées par l'administration centrale. Nous avons un vaste espace qui, avec la mondialisation, brusquement est devenu un no man's land où pullulent des terroristes, des trafics transfrontaliers, des trafiquants de drogue, des criminels de grand chemin. Et tout ça dans un espace où il y a des populations clairsemées, très éloignées de l'administration, souvent dans des conditions économiques assez déplorables, sans éducation, sans centre de santé. Et donc, ces populations éloignées de l'administration centrale sont prises en charge ou sont prises en otage par ces terroristes qui sont par définition hors la loi. Et donc, l'une des solutions possibles, c'est de pouvoir s'occuper de ces populations. C'est vrai qu'on a énormément de technologies pour déceler, pour suivre ces rébellions, mais tant qu'on n'a pas conquis ces populations, j'estime que la guerre sera encore longue. Et pour conquérir ces populations, un effort de développement est nécessaire, indispensable, que ce soit en matière d'éducation, en matière de désenclavement de ces régions, en matière d'écoles, en matière d'hôpitaux, et toutes choses qui n'existent pas dans cet espace. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de la communauté internationale maintenant. L'exemple du G5 Sahel, la force conjointe G5 Sahel en est un, à savoir cette volonté politique, cette détermination politique des chefs d'État de la sous-région pour dire nous prenons en main cette question. C'est un pas extrêmement important. Deuxièmement, le fait que la mission de paix qui est au Mali rencontre souvent une certaine unanimité lorsqu'on veut adopter le mandat de la mission dont j'ai la charge. Troisième élément, aujourd'hui la communauté internationale, avec la mondialisation, de plus en plus est consciente que ce qui se passe au Mali peut s'étaler, peut gangréner le reste de la sous-région et aujourd'hui un problème qui doit concerner toute la communauté internationale. Et parce que si on ne le règle pas, il peut contaminer le reste du continent et qui, aujourd'hui, avec les frontières poreuses au niveau du nord du continent, créées par le départ ou l'assassinat de Gaddafi, les quelques problèmes au niveau de l'Algérie, de l'Égypte. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui ne souffrent pas de cette insécurité. Et donc, tous ensemble, conjugués, je note que la communauté internationale doit encore s'investir, mais il faut qu'il y ait un engagement endogène pour compléter cet effort de la communauté internationale. Monsieur le représentant, vous voulez dire qu'il faut une solidarité régionale efficace pour arriver à bout de l'insécurité dans la bande sahélienne, c'est ça? Nécessairement, parce que comme le disent certains partenaires, aidez-nous à vous aider. Engagez-vous, prenez des initiatives. Et je crois que, comme je l'ai dit, je prends toujours cet exemple de la force conjointe 5 à démontrer que les gens veulent prendre leur destin en main. Mais nous savons que les pays du Sahel rencontrent des difficultés économiques, financières que personne n'ignore.
il est extrêmement important qu'en contrepartie, la communauté internationale veuille aider ces États pour qu'ils puissent faire face à leurs difficultés et s'occuper réellement de cette question, parce que la question sécuritaire ne peut pas être sous-traitée. Aujourd'hui, il y a des Africains qui sont prêts à se sacrifier pour que la paix revienne, mais quelquefois, parce que la lutte antiterroriste est une lutte assez spécifique, qui demande des moyens spécifiques, dont la mobilité est un élément central. En plus de la mobilité, le renseignement est un élément important. Mais en plus de l'enseignement sophistiqué que nous utilisons, et comme je le disais tout à l'heure, le renseignement humain est important. Et pour qu'on ait le renseignement humain, il faut conquérir le cœur de ces populations. Et pour le conquérir, il faut quand même aller vers eux, créer des possibilités de développement, d'éducation, pour qu'ils puissent plus regarder vers l'État que de regarder vers les terroristes, qui ont la tendance, deux fois, comme ils ont beaucoup de moyens, c'est des criminels, ils ont beaucoup de moyens, et quelquefois, ils sont en train de supplier l'État en matière d'école, en matière d'éducation, en matière même de justice. Donc c'est cet espace-là, et donc il faut qu'il y ait une présence massive de l'autorité de l'État, mais avec tous les attributs de l'État pour qu'il puisse prendre en compte les questions de ces populations, pour qu'ils puissent les prendre pour alliés. Et comme c'est la définition par principe d'une armée, d'une police, il faut qu'elle soit sentie par ces populations comme une police ou une armée protectrice, au lieu qu'elle soit perçue comme une armée des raquettes, des exactions et qui fait peur. Il faut qu'elle rassure au lieu qu'elle fasse peur. Et ça, c'est un travail extrêmement important sur lequel nos armées, nos polices doivent encore s'investir. En matière d'engagement de lutte contre le terrorisme, le Tchad est un exemple, parce que le Tchad s'est engagé aux côtés des pays qui sont menacés par le terrorisme. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies par rapport à l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme? Il y a deux choses dans la question. Il y a d'abord l'engagement qui, elle, est quand même sous-tendue par une volonté politique de contribuer à la paix dans le monde et dans cet espace. Mais il y a aussi un autre élément qui est, lui, singulier au Tchad, c'est le résultat de notre histoire. Nous avons passé plus de 30-40 années de guerre interne ou externe. On a construit des éléments qui sont combatifs et qui sont déployés dans des terrains qui ressemblent à l'espace tchadien. C'est un avantage, un atout extrêmement important, ajouté à l'engagement, à la détermination, qui a donné aujourd'hui un certain rayonnement aux interventions du Tchad, notamment au niveau du Mali, où le rôle, comme vous le savez, a été très bien apprécié. Beaucoup de conquêtes ont été acquises grâce à cette intervention du Tchad, car il faut le souligner, le Tchad était le seul pays non membre de la CEDEAO à intervenir dans cet espace-là. Et il n'intervient pas n'importe où, il intervient dans le front le plus avancé, le front le plus risqué, à savoir l'extrême nord du Mali, frontière avec l'Algérie, avec les montagnes de l'Adrar, qui est la zone la plus compliquée et qui, par hasard, ressemble à certaines zones de l'extrême nord du Tchad et qui ont fait qu'ils ont eu cet avantage. Et réellement, ils ont fait la différence sur le terrain, ce qui a été très bien apprécié aussi bien par nos partenaires que par les populations maliennes. Et je suis un témoin oculaire. Dès que tu dis que tu es tchadien, tu as une place à part à cause de cette contribution, à cause de cet engagement, à cause de ces succès remportés grâce à cette intervention. Oui, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, arrivera-t-on un jour à sécuriser le Sahel lorsqu'on regarde encore l'ampleur de la cruauté des narcotrafiquants qui continuent à faire peur ou encore à faire des exactions ça et là, malgré l'engagement du pays à sécuriser l'espace malien? Non, je suis optimiste et j'estime qu'avec cet engagement,
avec le soutien de la communauté internationale, on peut remporter ces victoires parce que ce sont, comme je l'ai dit, des hors-la-loi par définition. Ce sont des gens sans foi ni loi et des criminels en puissance. J'estime que ça ne peut pas durer. C'est le jour où on arrive à conquérir les populations auprès desquelles ils exercent. Il y a un certain obscurantisme qui nécessite nécessairement une certaine sensibilisation, un certain nombre d'informations. Et j'estime que l'engagement de la communauté internationale est nécessaire, mais la prise en compte des préoccupations des populations qui sont victimes aujourd'hui de ces narcotrafiquants, de ces terroristes est extrêmement importante. Et ils sont, contrairement à ce que beaucoup pensent, ils ne sont pas si invincibles que ça. Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous fait dire que les acquis peuvent militer en faveur de la stabilité? C'est la prise de conscience au niveau mondial que ce qui se passe au Mali concerne toute la communauté internationale. Cet engagement de la communauté internationale est important. Et deuxièmement, également, il y a une prise de conscience, comme je l'ai dit, endogène également, où les gens maintenant prennent conscience. Il y a des gens qui ont été trompés, il y a des gens qui ont été dupés, il y a des gens qui commencent maintenant à prendre conscience parce que personne ne peut comprendre des tueries des enfants, des femmes dans ce XXIe siècle. Et je crois que c'est cette prise de conscience, ce travail de sensibilisation, d'information est extrêmement important et peut un jour faire en sorte que les populations elles-mêmes peuvent se réveiller et dire c'est fini, je crois que ça n'est assez, il y aura quelques-uns qui vont mourir, mais ces populations est un élément extrêmement important dans la lutte contre le terrorisme. Nous revenons un peu sur l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad, tout le monde sait aujourd'hui que le Tchad s'est véritablement engagé dans la lutte contre le terrorisme, mais comment la communauté internationale apprécie cet engagement? Lorsqu'on sait que le Tchad est toujours là, le Tchad est allé volontairement avec ses moyens pour combattre aux côtés des pays qui sont menacés par le terrorisme. Bon, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, il est reconnu unanimement que le Tchad a contribué de façon notable, de façon positive dans le peu de paix, dans le peu de sécurité qui existe dans l'espace Sahel. Ça, c'est unanime. Maintenant, il faudrait reconnaître une chose. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pour la première fois que le Tchad s'engage dans une mission de maintien de la paix. C'est la première fois. Donc nous sommes nouveaux dans ce genre de missions, qui ont leurs standards, qui ont leur codification. Et il faut le reconnaître, et je suis le premier à alerter les autorités tchadiennes que nous ne sommes pas suffisamment préparés pour nous vendre dans ce genre d'opération. Ça commence, mais jusqu'à là, ça n'a pas été à hauteur de souhait, à hauteur de nos engagements, à hauteur de nos sacrifices. Ça commence parce que quelquefois tu peux avoir ton droit, mais si tu ne sais pas le revendiquer, si tu ne sais pas le défendre, personne ne le fera à ta place. De ce point de vue, nous sommes novices dans les opérations de maintien de la paix. Nous commençons à assimiler maintenant les concepts, les mécanismes, les procédures qui sont très compliquées. Et je crois, de ce point de vue, comprenons que, comme je l'ai dit, je le maintiens, c'est pour la première fois que le Tchad s'engage dans une opération de maintien de la paix. C'est la MINUSMA. Toutes les opérations anciennes, c'était des opérations africaines, c'était des opérations qui ne sont pas des opérations des Nations Unies. Et les Nations Unies, pour que tu t'engages, d'abord la communauté internationale reconnaît en toi, et aujourd'hui, c'est vrai, le Tchad fait partie des plus importants contingents au niveau de la MINUSMA. Je l'ai dit encore, ils sont dans le front le plus avancé, le front le plus dangereux. Il est reconnu aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de choses que nous-mêmes, dans le choix de ce qu'on envoie là-bas, dans leur commandement, dans toute la logistique qui suit, il y a des efforts à faire. Et je discute souvent avec les autorités tchadiennes. Il y a une certaine montée en puissance au niveau efficacité qui commence à se sentir.
Mais je suis absolument certain qu'on pourra atteindre cette vitesse de croisière qui est nécessaire. Maintenant, il y a des audits qui se font et les gens constatent qu'effectivement, les premières opérations du Tchad, elle les a envoyées sur fonds propres. Et jusqu'à là, malheureusement, elle n'est pas rentrée dans ce droit. Mais j'espère qu'il y arrivera un moment où elle va récupérer ses droits. Mais je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui un seul pays au monde qui puisse dire que le Tchad n'a pas rempli ses engagements. Maintenant, en retour, est-ce qu'elle a réussi, ce qu'elle doit recevoir? Ça, ce n'est pas si évident que ça pour moi qui suis le dossier ou qui, des fois, jette un coup d'œil sur le dossier. Mais j'espère que le processus est en marche et je crois qu'un jour ou l'autre, le Tchad rentrera dans ce droit. C'est dire que le Tchad mérite le soutien de la communauté internationale par rapport à son engagement. Absolument. Absolument. Monsieur le représentant, de toutes les missions que vous avez accomplies, de la MISOM à la MINUSMA dans la recherche de la paix et de la stabilité, quel est le sentiment que vous avez pour avoir accompli toutes ces missions? Bon, les missions sont différentes, les environnements sont différents. J'ai dirigé effectivement la mission en Somalie, qui est une mission de l'Union africaine, qui n'est pas une mission des Nations Unies, qui a un mandat assez spécifique, qui est un mandat offensif, un mandat d'imposition de la paix. Et j'ai au Mali une mission qui est une mission de maintien de la paix. Les concepts sont différents, mais dans tous les cas, la leçon que je tire, c'est que le monde a besoin de paix. L'Afrique, à cause de beaucoup de son histoire, je peux dire même de ses richesses, est victime aujourd'hui de ces fléaux du terrorisme qui malheureusement utilisent les propres fils de l'Afrique elle-même. Et donc, il est extrêmement important que la communauté internationale sache, et je l'ai dit à mes interlocuteurs, que ce qui se passe en Afrique risque de se passer un jour ailleurs, et il faut éteindre ce feu, et aider les Africains à éteindre ce feu. Parce que je ne vous apprendrai rien, que lorsqu'on était jeune dans les années 80 et qu'on étudiait avec certains de nos collègues qui nous dit, et qui à un moment où on parlait de la guerre au Tchad, des conflits au Tchad, la guerre de N'Djamena qui a duré 9 mois, beaucoup de nos frères africains même nous traitaient presque comme des sauvages. C'est comme si ça n'arrive qu'au Tchad. Aujourd'hui, quand je vois l'Afrique, quand je vois certains Africains, je ne le souhaite pas. Mais j'ai dit que c'est un processus qui risque de se généraliser, et donc la solidarité internationale est extrêmement importante. Nous, on a passé par cette étape, peut-être que nous sommes au bout, et quand aujourd'hui on voit un Tchadien diriger une mission aussi importante que la mission pour la recherche de la paix, quand aujourd'hui c'est un contingent tchadien qui part aider au rétablissement de la paix, c'est autant de signaux pour dire aux uns aux autres que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et le Tchad, comme je l'ai dit, mérite quand même qu'on reconnaisse de façon la plus solennelle le sacrifice, parce qu'il y a des sacrifices. Si je vous parle du Mali, j'ai un panneau, un stèle que j'ai installé au niveau du camp de la MINUSMA, où on inscrit les morts de tout le monde. Chaque fois qu'il y a un mort, c'est là-bas qu'on fait la cérémonie. Mais chaque fois que je le regarde, je trouve que sur les cinquantaines de pays qui ont intervenu au Mali, la moitié des martyrs se proviennent du Tchad. C'est pour dire le sacrifice. Et ça, les gens ne font pas attention un peu à cela. Et je me demande même si les Tchadiens même sont conscients des sacrifices que leurs fils ont consentis pour qu'on puisse parler du Tchad, pour qu'on puisse dire que le Tchad a fait cela, le Tchad a fait cela. Ça nous a beaucoup coûté. Vous n'avez vu que l'aspect matériel, financier, mais moi, dans mon tableau, je vois les vies humaines, et malheureusement, celles-là, elles ne peuvent pas revenir contre de l'argent. Et je l'ai vu au quotidien. Ok, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Bientôt la fin de votre mandat
déjà la fin de votre mandat, parce que d'ici 2021, mais déjà un consensus se dégage sur la prolongation de votre mandat. Alors que répondez-vous, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies? Non, vous savez, quand j'étais parti au Mali, j'étais parti juste pour 2 ans. J'ai eu un de mes prédécesseurs, le premier, il a fait 1 an, il est parti. Il y a eu un deuxième qui a fait à peine 10 mois, il est parti. Je suis parti, j'ai fait 2 ans. On m'a demandé de prolonger pour 3 ans. On m'a demandé de prolonger pour 4 ans. Je suis maintenant à ma 5e année. En 2021 s'ouvrira la 6e année où effectivement j'ai exprimé mon désir de ne pas renouveler mon mandat. Monsieur le secrétaire, monsieur le représentant, est-ce que c'est pas par rapport aux avancées enregistrées dans la stabilisation? Il y a du tout, parce qu'une mission comme le Mali nécessite un profil qu'on ne peut pas trouver dans le marché. Et donc je crois, bon, nous sommes en discussion, mon mandat prend fin le 21, je suis en discussion avec les responsables des Nations Unies, avec les pays membres du Conseil de sécurité. Moi, j'ai exprimé ma volonté et nous sommes en train de discuter. Je ne peux pas à ce stade prévoir ce qui en sortirait après janvier 2021. Si jamais il y a prolongation, avec fierté, vous accepterez, monsieur le représentant? Je suis incapable à ce stade de pouvoir répondre, mais je sais que nous continuons les discussions. Avez-vous un message à l'endroit des Africains et particulièrement des Tchadiens en matière de la recherche de la paix, surtout que le monde traverse un moment assez crucial lié à l'insécurité sanitaire liée à la Covid-19? Oui, aujourd'hui l'Afrique, c'est vrai, fait face à d'énormes défis. En plus des défis sécuritaires dont on a parlé, les défis économiques, est venu s'ajouter Covid-19 avec des conséquences qui ne sont pas mesurables à ce stade. Tout ce que je peux dire aux uns aux autres, aux Africains et particulièrement aux Tchadiens, c'est de ne pas banaliser le Covid-19. C'est vrai, grâce peut-être au respect de certaines mesures barrières, grâce à d'autres choses que je ne maîtrise pas. Jusqu'à là, les dégâts en Afrique, de façon générale, à part quelques poches, n'ont pas été ce que les spécialistes ont prévu, ce qui est une très bonne chose. Au Tchad en particulier, jusqu'à là, la situation semble se maîtriser. Je souhaite qu'elle le soit ainsi, mais dans tous les cas, nous devrons doubler toujours de vigilance et de ne pas croire que tout est derrière nous. Ça peut être également une autre menace qui peut survenir et donc autant prévenir. Et honnêtement, j'étais fier depuis mon arrivée quand je vois dans les rues les gens porter leurs masques, quand je vois nos forces de l'ordre contrôler les uns et les autres, indépendamment de certains comportements brutaux, indépendamment de certains raquets. Le principe en lui-même, je le soutiens, je le salue, je l'appuie et j'estime qu'il faut continuer à sensibiliser les populations pour leur dire que cette pandémie, à partir du moment où il existe dans un seul pays au monde, on peut considérer que ça existe au Tchad, parce qu'aujourd'hui, avec les avions, avec les espaces aériens qui sont ouverts, avec les transports de marchandises, nous nous sommes prévenus de rien et il faut continuer à être vigilants. Et ce message est valable aussi bien pour les Africains et particulièrement pour le Tchad. Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à nos programmes. Je rappelle que j'ai reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA. Merci pour votre fidélité une fois de plus. Restez des nôtres et bonne suite de programmes sur Télé Tchad.